Tels furent les derniers mots d'Albart d'Ancinor, premier scribe de l'histoire d'Atlantide. Lui qui se voulait aussi libre qu'un oiseau, piégé là, au fond de l'océan, cerné par les poissons et les ténèbres. Il n'a pas supporté. Son corps sans vie a été retrouvé il y a 6 mois de cela, courbé sur le second volume des chroniques dont il venait de commencer l'écriture. Et c'est son neveu, Briton, qui en a récupéré la charge et qui s'efforce, à présent, malgré le désespoir ambiant devenu le quotidien du peuple atlante, d'en immortaliser sur le papier la mémoire. C'est comme si toute une population s'était retrouvée transportée en une poignée de minutes sur une autre planète, la plus inhospitalière que l'on puisse imaginer, entourée soudainement par plusieurs formes de vie aliens, inconnues jusque-lors, dont certaines suffisamment massives pour détruire la cité d'un revers de nageoire caudale. Tout un peuple piégé dans un coquillage de verre, priant pour son âme, seul dans le silence et l'obscurité des abysses. La guerre civile, inévitable, a éclaté dans les rues de Poséidonis entre les Chalakites, partisans de Chalako, et les défenseurs du roi Orin. Entre ceux qui rejettent la responsabilité de leurs nouvelles conditions sur le dôme et le blasphème proféré par leur seigneur contre Sula, et ceux qui ont oublié la religion il y a fort longtemps, préférant se concentrer sur le caractère naturel et géologique du déluge. Et à l'inverse de son oncle Albart, c'est à cette deuxième catégorie qu'appartient Briton. Cette folie doit cesser, maintenant. C'est le roi, c'est Orin. Tuez-le. Écoutez-le, par Palaïs. Écoutez-le. Mon peuple, mes amis. Voilà bientôt 1 an que nous souffrons ici tous ensemble, à cause de la vengeance des dieux ou celle d'une nature injuste, peu m'importe. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que nous soyons en vie. Évidemment, je donnerai tout moi aussi pour entendre le chant des oiseaux ou voir le vent soulever une jupe, sentir la chaleur du soleil sur mon visage. À la place, nous sommes éclairés par notre lumière artificielle. Ici, sous notre dôme qui supporte une pression de milliers de kilos par centimètre carré, mais il tient bon. À votre image, vous tenez bon. Quant à moi, j'ai failli. Je n'ai rien fait jusqu'à maintenant pour vous redonner l'espoir que vous méritez. Et cela va changer immédiatement. Je vais organiser 6 équipes d'exploration dans le but de découvrir à quoi ressemble désormais le monde à la surface. Tu peux envoyer toutes les équipes que tu veux, mon frère, ça n'effacera pas ton péché qui nous a tous conduits ici. Mes partisans ne peuvent plus vivre sous ton règne. Mais n'aie crainte, frère. Je ne te demande point de partir. Nous allons le faire à ta place. Moi et les miens, les vrais Atlantes. N'est-ce pas, Dardanus? Tout à fait, père. Mais Chalako, tu as perdu la tête, nous sommes entourés d'eau, nous n'avons que très peu d'équipement, suffisamment pour envoyer quelques volontaires hors du dôme, mais sûrement pas des centaines de personnes. Comment comptes-tu? Par les tunnels. Tu semblerais avoir oublié l'essentiel concernant notre royaume. S'ils sont toujours intacts, et ils le seront, nous voyagerons jusqu'à Tritonis. Il existe effectivement un important réseau de passages souterrains creusés dans la roche des falaises qui séparaient autrefois les 2 villes jumelles du royaume, Tritonis et Poséidonis, creusés afin de rallier rapidement les 2 cités entre elles en cas de guerre ou de crise majeure. Cela fait 1 an que Tritonis a sombré et que tu le veuilles ou non, sans dôme, ses habitants n'ont pas eu la même chance que nous. Que vas-tu y trouver là-bas? Mais si après tout, telle est la volonté des tiens, alors qu'il en soit ainsi. Vous retenir ici contre votre gré n'en sera que plus mauvais pour le bien de tous. Puissent les dieux vous sourire à nouveau, Chalako. Ils le feront, Orin, puisque j'agis en leur volonté. Alors soit, c'est entre leurs mains que je vous remets. Alors que Chalako rassemble ses partisans et du matériel à oxygène dans le but de quitter Poséidonis, Orin, lui, met à exécution son projet d'expédition. Seuls des volontaires sont sélectionnés et répartis en équipe afin de partir à la découverte du nouveau monde. Dans les tunnels, les Chalakites découvrent avec horreur les restes des pauvres gens qui ont tenté de fuir la catastrophe 1 an auparavant en se réfugiant dans les souterrains. Des crânes, des ossements, des galeries qui autrefois permettaient l'évacuation des civils et leur survie, transformées en des catacombes. Un vaste cimetière sous-marin.
pour un terrible et triste spectacle. En temps normal, le voyage n'aurait nécessité que quelques heures, mais entre certaines voies inondées, les éboulis sur la route et les corps jonchant le sol par milliers, l'expédition requiert plusieurs journées de marche. Et cette insupportable question pesant dans tous les esprits des Chalakites, que trouveraient-ils au bout du chemin? Que restait-il de Tritonis? Leur quête s'avérerait-elle vaine? Et en cas de désillusion, leur resterait-il suffisamment de nourriture et d'oxygène pour envisager le chemin retour? Tant d'interrogations qui ne semblent pas affecter la volonté de leur leader, déterminé à aller au bout. Jour après jour, le moral des troupes faiblit à mesure que leur stock d'oxygène s'amenuise. Fort heureusement, une énorme porte se dessine enfin sur la roche humide de la galerie. L'entrée de Tritonis, enfin. Reculez! Loma, toi, à mes côtés, ordonne Shalako. Les dieux m'ont dit que j'aurais besoin de toi pour ce qui va suivre. Maintenant, mon peuple, admire la puissance des dieux! À cet instant, les deux lourdes portes s'ouvrent brusquement, laissant s'échapper sur la foule toute la fureur de l'eau qu'elles contenaient jusqu'à présent. On va tous mourir! Nous avons fait ce chemin pour mourir! Non, mon peuple! Vois le pouvoir des dieux! Les dieux nous protègent! Ils nous aiment, nous tous! Et leur prophète, moi, Shalako! Une bulle d'eau se forme alors autour de Shalako et Loma, et tout autour, le torrent qui était sur le point d'emporter la centaine de partisans se solidifie, formant des murs aussi solides que la glace, empêchant l'eau de l'océan de pénétrer le tunnel. C'est comme de la glace, mais c'est pas de la glace. Shalako et son épouse, protégés dans leur bulle, s'avancent sur le sol océanique. C'est incroyable, mon époux. Comment cela est-ce possible? Comment Shula a pu te conférer autant de pouvoir? Non, pas Shula, non. J'ai perdu à tout jamais foi en Shula. En réalité, les dieux que j'ai convoqués ont des noms pas véritablement prononçables, mais ils m'ont offert le pouvoir et la gloire, la volonté et les moyens. Et ils m'ont chuchoté comment rendre cette ville habitable à nouveau. Malheureusement, Loma, les miracles ne sont pas gratuits. Ils ont un coût élevé, très élevé. Je t'aime, Loma, bien plus que toutes mes autres femmes. Tu m'as donné Dardanus et tant de bonheur. C'est pour cette raison que les dieux sombres t'ont choisi. Shalako, tu me fais peur. Ces paroles prononcées, Shalako abat dans la poitrine de Loma une dague courbe avec la même fureur que celle qui se lit dans ses yeux en cet instant. Tu n'as pas idée d'à quel point ça me blesse. C'est comme si je m'enfonçais moi-même cette lame dans le cœur. Mais les dieux sombres sont exigeants. Pardonne-moi, Loma. Un dernier baiser, mon amour. Loma, dans un dernier soupir, crache un caillot de sang au visage de son bourreau, qui l'essuie avant de la gifler. Salope! Je pensais que tu comprendrais! Mais qu'importe! Les dieux sombres t'accueilleront à bras ouverts. Et quand mon peuple regardera tout autour, alors il comprendra le sacrifice que tu as fait pour lui, et il t'honorera pour toujours. En te tuant, mon amour, je t'ai donné l'immortalité. Quel cadeau plus grand peut offrir un homme à sa femme? Ainsi est érigé le dôme de Tritonis, qu'aucun chroniqueur ne saura expliquer pour les siècles à venir, se contentant d'interprétations personnelles ou des théories mystiques. Un dôme constitué d'eau figée, empli d'oxygène et permettant ainsi aux Chalakites de pénétrer la cité et d'y trouver là leur maître, debout devant le corps inerte et ensanglanté de sa compagne Loma, pleurant sa chair tendre, réclamée par les dieux. Certains comprennent alors, mais préfèrent garder le silence. D'autres feignent de remarquer l'entaille dans la poitrine de la victime. Le petit Dardanus se précipite sur le corps de sa maman. Il reste silencieux de longues minutes, puis dévisage son père d'un regard aussi sombre que la nuit des abysses. Il l'a tué! Ce salopard a tué sa femme! Calme-toi, Narméa. Comment suis-je censé croire à ces rumeurs? Même Shalako serait pas capable de... Tu ne la connais pas, Orin. Moi, si. Je connais Loma aussi.
C'est grâce à elle si j'ai pu accoucher de Cora en sécurité, tu as déjà oublié? Shalako et les siens viennent de coloniser Tritonis et de s'affranchir de mon pouvoir. Je les ai laissés partir pour éviter l'escalade de la guerre civile. Si Shalako est jugé coupable du meurtre de Loma par son peuple, alors c'est à son peuple d'agir en fonction. Je ne peux pas interférer avec leurs affaires, plus maintenant. Aujourd'hui encore, les requins attaquent la ville. En plus grand nombre que la dernière fois. Le dôme tient le coup. Voilà précisément 3 ans que Loma est morte. La paix, bien que fragile, semble se maintenir artificiellement entre Tritonis et Poséidonis. Quoi qu'il arrive, non. Les requins ne représentent pas la plus grande menace actuellement. Les gens deviennent fous. Les couples se déchirent, puis se haïssent. La nourriture n'arrange rien. Plus personne ne supporte le poisson. Mais personne ne peut s'évader. Les habitants de cette ville ne sont plus que des poissons dans un bocal, et comme les poissons se dévorent entre eux, les Atlantes en foutent autant. Après tout, ils deviennent comme eux. Mais comme ils ne les rejoignent pas encore, alors les requins, dans un effort concerté, s'assurent que l'inverse finisse par se produire. Le dôme! Le dôme se fissure! On va mourir! Que l'on répare la brèche immédiatement! Ordonne Orin, fatigué de batailler sur plusieurs fronts. Au cours de ces 3 dernières années, Orin a fait ouvrir une entrée directement sur le plancher océanique, à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Des vaisseaux ont été conçus et les patrouilles à l'extérieur du dôme se sont multipliées afin de tenter d'éloigner les monstres qui se montreraient trop insistants à vouloir se repaître des Poséidoniens. Malheureusement, des pertes surviennent au cours de ces sessions de chasse. La petite Cora grandit, cela lui fait maintenant 4 ans. Elle s'amuse avec le jeune Basile sous les yeux satisfaits d'Alorok, le père du garçon, qui souhaite qu'un jour ces deux-là se marient afin d'unir la famille royale à la famille la plus fortunée de Poséidonis. Cette visite d'Alorok au palais est une opportunité saisie par Orin pour lui faire découvrir les avancées scientifiques majeures de ces dernières années. Les 2 hommes pénètrent le laboratoire du professeur Thorn. Le cadavre d'un chien repose au fond d'une cuve, transparente, remplie d'eau. Alorok s'amuse alors. Un chien ? Je ne savais pas que ça existait encore, je les pensais tous dévorés par nos concitoyens. Mais pourquoi diable m'as-tu emmené jusqu'ici, Orin? Tout ça pour me montrer un cadavre de chien noyé? Il n'est pas mort, Alorok. Non, il fait juste sa sieste. Alors que le riche bougre tapote de ses doigts boursouflés d'aristocrate la vitre de la cuve, le chien se redresse tout à coup, tentant de l'attaquer, mais retenu par le ver. Quelle sorte de magie est-ce là? S'estomaque Alorok propulsé au sol sous le choc. Ce n'est pas de la magie, annonce fièrement Orin avant d'expliquer à son ami. À l'époque, j'ai envoyé 6 équipes d'explorateurs de l'autre côté du dôme. Depuis, aucune n'est revenue. Ça fait plus de 3 ans, Alorok. J'ai décidé il y a quelque temps de consacrer une large partie de nos ressources au développement et à la science. Depuis, le professeur Thorn, ici présent, sacrifie jours et nuits et sa vie familiale à l'élaboration d'une formule qui nous permettrait de respirer en milieu aquatique et de consolider notre condition physique afin de pouvoir supporter la pression exercée à l'extérieur du dôme. Vois-tu, nous pensons que la formule est au point, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'essais sur des chiens. Nous devons passer au stade supérieur, le test sur l'homme. Évidemment, le sérum nécessiterait idéalement de quelques mois de travail supplémentaires, mais nous ne disposons pas de ces quelques mois. Notre peuple s'entre-déchire là dehors, et bientôt, nous ne serons plus que des fantômes. Thorn intervient alors. Le problème, Seigneur Orin, c'est qu'il va nous falloir recruter des volontaires pour la dernière phase de test, et je doute que beaucoup acceptent de courir le risque. Je pense que les gens préféreront se contenter de l'oxygène artificiel qu'a toujours généré notre technologie à l'intérieur du dôme. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de volontaires, Thorn. Un seul suffira. Et je serai celui-là. Toi ? S'affole Narméa alors qu'Orin vient de lui expliquer son dernier projet. Attends. Tu vas t'injecter un sérum expérimental dans l'espoir de te transformer en poisson? N'exagère pas, Narméa. De toute manière, je me le suis déjà injecté.
dois seulement attendre 24 heures avant qu'il fasse effet. Ne t'en fais pas. Si ça marche, nous serons des amphibiens. Dans l'eau ou en dehors, cela ne fera plus aucune différence. Tu fais ça pour me punir, n'est-ce pas? Mais pas du tout, mon amour. Alors pourquoi, par Palaïs, tu risques ta peau? Parce que c'est cela être un roi, Narnia. Tu sais, être un meneur implique parfois de mener. Tu es complètement fou. Complètement. Le jour suivant, sans fanfare ni explication, Orin se dirige simplement vers la grande porte du dôme, seul moyen de quitter la cité. Les habitants présents dans la rue le regardent curieusement et chuchotent entre eux. Qu'est-ce que le roi est en train de faire? Il est devenu fou. Le roi Orin a perdu la raison. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Le sas de décompression s'ouvre. Orin ôte son épaisse armure royale et sa cape et l'emprunte pour quitter Poséidonis. Regardez! Le roi, il l'a fait! Il est sorti! Avec toute la bienveillance qu'on lui sait dans le regard, Orin se rapproche du dôme pour contempler son peuple depuis l'extérieur. Les Poséidoniens sont sidérés. Le roi nage là, au dehors, avec les poissons, les hippocampes, les méduses. Et puis alors qu'il se rapproche d'eux, il leur adresse un message. Mon peuple bien-aimé, nous entrons en ce jour dans l'âge d'or d'Atlantide. Orin est l'un de ces dirigeants qui allie avec une habileté certaine l'autorité et la subtilité. La manière avec laquelle il s'est offert à l'océan ce jour-là, naturelle et décontractée, afin de présenter au mieux à son peuple les bienfaits du sérum, a fonctionné mieux que quiconque n'aurait pu l'espérer. Les Poséidoniens se massent dans les couloirs du palais pour faire la queue avant d'accéder au laboratoire de Thorn pour y recevoir la précieuse injection. C'est la première fois depuis que l'Atlantide a sombré que l'on ressent un tel élan d'espoir et d'enthousiasme parmi sa population. Une telle ferveur, presque le bonheur. Les sourires se dessinent à nouveau sur les visages et la lumière réapparaît dans les yeux. Le nouvel âge d'or d'Atlantide, comme promis et annoncé par Orin. Thorn insiste cependant sur la prolongation nécessaire de certaines phases de test incluant la population et pour cette raison, certains volontaires sont envoyés plusieurs jours durant à l'extérieur du dôme, maintenus sous observation afin de déterminer l'efficacité sur le long terme du sérum. Certains profitent de ce retour inespéré à la liberté pour pratiquer de l'exercice physique. Jamais le peuple atlante ne s'était aussi bien comporté. La liberté fait des miracles. Orin, quant à lui, qui a toujours su se montrer généreux avec le monde entier, même avec ses opposants et parfois même ses ennemis, décide de se rendre à Tritonis afin d'y porter les bonnes nouvelles de Poséidonis. « Bonjour mon frère. Accepteras-tu de nous laisser rentrer ?» s'exclame Orin à la vue de Shalako qui vient l'accueillir en personne aux portes de sa cité. « Shalako, je t'apporte aujourd'hui le miracle, celui de la science. » Très bien, rentre, discutons, propose Shalako, sceptique et confus à la vue de son frère et de ses gardes, respirant et s'adressant intelligiblement depuis l'autre côté du dôme. Dans la salle du trône de Shalako, les Tritoniens se sont amassés par dizaines afin d'écouter les nouvelles apportées par leur ancien roi, Orin. Après plus d'1 heure d'explications et de négociations, ce dernier annonce fièrement avoir apporté le sérum avec lui, souhaitant en faire profiter les Shalakites. À peine ces mots prononcés que déjà une clameur assourdissante s'élève de la foule. Les gens laissent échapper des cris de soulagement, des sourires même, à l'issue de cette déclaration. Si le moral était au plus bas à Poséidonis, alors je vous laisse imaginer l'état d'esprit des Tritoniens, alors tenus en laisse depuis plus de 3 ans sous le joug de Shalako. Le soulagement de tous se fait entendre dans la salle, ce qui finit par exaspérer le seigneur des lieux. « Non !» s'écrie-t-il alors. « Non quoi, Shalako? Comment peux-tu dire non alors que nous venons vous rendre la vie? Faux! Ta science ne nous apporte que des problèmes, Orin. La même science qui a insulté Sula et a conduit à notre propre destruction. Partez et emmenez-la avec vous. Nous mourrons en tant que créatures de l'air. Nous ne deviendrons pas des monstres. » Shalako, sale bâtard, pourquoi fais-tu ça à ces gens? Pourquoi les prives-tu à nouveau? Orin, voyons, je sais ce qu'il y a de mieux pour les miens.
Oui, être le centre de leur attention, qu'importe ce qui les conduit à une mort certaine, comme ce dôme magique qui ne tient que par la seule volonté de tes dieux violents et imprévisibles. Mon sérum, lui, a été analysé, puis testé. Il est sûr, il est permanent. Peuple de Tritonis, je ne suis pas venu jusqu'à vous pour usurper l'autorité de mon frère et vous détourner de l'amour que vous lui portez. Non, je viens seulement vous offrir une aubaine, une chance. La saisirez-vous? Levez les mains, et si le oui l'emporte, alors le sérum sera à vous. Sinon, je repartirai comme je suis venu. Je vous le promets. Le sérum! On veut le sérum! On veut être comme vous! Ouais, donnez-nous le sérum! Donnez-nous le sérum! On veut le sérum! Mais enfin, Shalako, vois par toi-même. Ce n'est plus qu'une question de majorité, c'est l'unanimité qui parle. Alors prenez-le et soyez maudits! Le sérum est alors administré massivement à l'intégralité de la population de Tritonis. Il semblerait que, derrière cette désobéissance, se cache une profonde désillusion, née au fil de tout ce temps passé sous la juridiction de Shalako depuis la mort brutale de Loma, qui déjà avait fait s'éveiller certaines consciences parmi les Shalakites. Shalako, enragé, se réfugie dans ces quartiers dont le sol est recouvert de symboles mystiques destinés à des pratiques occultes. Entendez-moi, Dieu sans nom! Une fois de plus, mon peuple s'est détourné de moi et m'a trahi une fois de trop. Maudissez-les! Maudissez leurs âmes et maudissez leur chair. J'ai sacrifié ma tendre Loma pour sauver ces bâtards ingrats et à présent, mon frère revient m'affronter. Ne me laissez pas perdre cette ultime bataille. Je suis à vous. Je ne fais qu'un avec vous, Dieu sombre. Sentez notre colère, sentez notre fureur, que ces chiens obtiennent ce qu'ils méritent. Au lendemain, lorsqu'Orin et les siens reviennent à Tritonis afin de prendre la température, c'est un spectacle affreux, de désespoir et de souffrance qui s'offre à leurs yeux, une scène d'horreur. Les Tritoniens recouvrent le sol de leur cité, frappés par la peur et l'effroi. Leurs jambes et leurs pieds sont couverts d'écailles, leurs orteils palmés et des nageoires poussent sur leurs mollets et leurs cuisses. L'hystérie collective et la panique gagnent les rues de la cité sous le regard amusé de Shalako qui choisit cet instant pour réapparaître. Je vous avais prévenu, mes frères et mes sœurs, prévenu que ce poison apporté par mon frère serait dangereux. Et vous ne m'avez pas écouté, comme toujours. À présent, les dieux qui vous assuraient protection et postérité vous ont tourné le dos. Il ment! Ne l'écoutez pas! Hurle alors le jeune Dardanus depuis le balcon de l'édifice royal, surplombant le spectacle. Je l'ai vu hier soir implorer les dieux sombres, implorer votre souffrance et vous maudire. C'est lui qui a détruit vos vies, c'est lui qui a tué maman. L'effroi. Il change alors de camp. Le désespoir et la panique se transforment en colère dans le cœur des Tritoniens. Une rage incontrôlable. Tuez-le! À mort! Tuez le roi! Lumière! Paysans, artisans, commerçants, tous s'arment de gourdins, de marteaux, de pierres, de couteaux. La foule se jette sur Shalako, on le moleste, on le frappe, on le bat. De l'autre côté du dôme, Orin assiste impuissant au soulèvement et au déferlement de violence qui s'abat sur son frère. Le château est envahi, ravagé, pillé. Les femmes de Shalako sont débusquées dans les quartiers royaux et massacrées. Chaque membre de la famille de Shalako est mutilé puis abattu, sauf Dardanus, épargné pour avoir éclairé le peuple une dernière fois. Shalako parvient douloureusement à se relever pour tenter de s'enfuir, mais une lance lui perfore alors la cage thoracique et il s'écroule en sang sur le sable sous les yeux terrifiés de son frère Orin qui assiste toujours au carnage depuis l'autre côté du dôme. Shalako, laisse-moi rentrer, je veux t'aider. Tu entends, Orin? Tu les entends. Les dieux. Ils rient. Je t'ai sauvé la vie il y a quelques années. Tu te souviens? Je m'en souviens, mon frère. J'ai fait ce que j'avais à faire. Rien n'est différent maintenant. C'est ainsi que disparaît Shalako, fils de Torvald. Le jour où Atlantide a sombré fut le jour où la lumière a quitté notre ciel. Mais ce jour de sang et de massacre, est celui où elle quitta nos âmes. Et même les Poséidoniens, bien que non impliqués dans les événements de Tritonis,
baissèrent eux aussi la tête et les yeux de honte. Ce jour, quelque chose mourut dans chacun de nous, et ce fut pour l'Atlantide la plus grande malédiction de toutes.